Quand sa belle-fille, enceinte jusqu'aux yeux, décéda subitement, la belle-mère exigea qu'on lui ouvre le ventre pour en extraire son petit-fils. Mais un instant plus tard, au moment où le scalpel du chirurgien toucha sa peau, tous ceux qui se trouvaient dans la salle d'opération furent saisis d'horreur. Bonjour, et bienvenue sur votre choix. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une jeune femme nommée Amélie. Amélie était née et avait grandi dans un village reculé et aride de la Creuse. Les gens disaient de cette terre qui travaillait, c'était comme labourer un champ de pierre. La situation de la famille d'Amélie était à cette image. Bien qu'ils aient passé leur vie le visage tourné vers la terre et le dos courbé sous le ciel, une pauvreté tenace les suivait comme une maladie incurable. Le jour où Amélie apprit qu'elle avait échoué au concours pour devenir professeur des écoles, le ciel de la Creuse semblait cracher du feu. Le soleil de plomb s'abattait sans pitié sur la cour en ciment, vieille et fissurée. Amélie, la lettre de refus à la main, sentit ses membres se vider de toute force. Ses résultats étaient désastreux, à des lieues de ce qu'il fallait pour intégrer l'école qu'elle visait. Son rêve modeste de se tenir devant une classe venait de voler en éclats, comme une bulle de savon. Elle ne pleura pas. Il semblait que les larmes de cette jeune femme s'étaient taries depuis longtemps. Amélie se contenta de rentrer silencieusement dans sa chambre et de s'effondrer sur son lit en bois qui grinçait. De la cuisine lui parvenait le soupir de sa mère. C'était un soupir long et plaintif qui s'étirait dans le silence étouffant de l'après-midi d'été. Ce soir-là, personne à table n'ouvrit la bouche. La simple soupe de pommes de terre semblait râpeuse dans leur bouche comme du sable. Son père, M. Martin, tira une longue bouffée de sa cigarette avant de parler d'une voix rauque. « C'est pas grave, Amélie. Si les études, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? On n'a pas les moyens de te payer une autre année d'études. » Assise à côté, sa mère, Madame Martin, le regard cerné par la fatigue, leva un coin de son vieux tablier pour s'essuyer les yeux. « Ma pauvre Amélie, si douce et si jolie, mais pas de chance avec les études. Reste à la maison, aide-nous au champ, et on verra l'année prochaine. » L'année prochaine ? Quelle année prochaine ? S'emporta son père, avant que sa voix ne s'adoucisse. Avec la ferme, on a à peine de quoi manger. Tu le sais bien. On trime toute l'année, le dos cassé, et à la fin, une fois qu'on a payé les semences, il nous reste quoi ? Rien. Tu as vu Mélanie, la voisine ? Ça fait 2 ans qu'elle est partie à l'usine à Lille, et à Noël, elle est revenue et a donné plusieurs milliers d'euros à ses parents. Ses vêtements, son maquillage, de sa chambre, Amélie entendait chaque mot. Son cœur se serra. Elle savait que ses parents ne lui en voulaient pas. Ils ne faisaient que pleurer sur le destin cruel de toute la famille. Amélie était l'aînée, et elle avait 2 jeunes frères en pleine croissance. Rien que pour les nourrir, le dos de ses parents était déjà courbé comme un arc. Elle était devenue un fardeau de plus. Amélie comprit. La voie des études lui était fermée. Elle ne pouvait pas, par égoïsme, s'entêter à vouloir recommencer, sans aucune garantie de succès, en endettant encore plus ses parents. La pauvreté rend les gens cruels de réalisme. Face aux ventres affamés de ses frères, son rêve était un luxe insensé. Cette nuit-là, Amélie ne trouva pas le sommeil. Le chant des grillons dans le jardin, le bruit d'un lézard sur le mur empisé, pourquoi tous les sons du monde lui semblaient-ils si tristes ? Elle pensa à sa voisine, Mélanie. Autrefois, Mélanie était moins bonne qu'elle à l'école, mais elle était jolie. Après le collège, elle avait suivi des amis en ville. Quand elle était revenue à Noël, c'était une autre personne. Sa peau était plus claire, ses cheveux joliment permanentés, et ses vêtements exhalaient un parfum agréable. Le travail à l'usine, disait-on, n'était pas si mal. Il suffisait d'être courageuse pour gagner de l'argent. La jeune femme se mordit les lèvres. C'était peu, être, la seule voie qui lui restait. Amélie ne le voulait pas. Cette ville, clinquante mais inconnue, lui faisait peur. Elle voulait juste rester à la maison, ici, pauvre mais entourée de ses parents et de ses frères. Mais Amélie savait aussi que si elle restait, elle ne serait qu'un poids. Et comme sa mère, comme les autres grand-mères et tantes du village, elle se marierait à 10 à 8 ou 20 ans, retournerait la tête courbée vers les champs, aurait des enfants, et se débattrait à nouveau dans la pauvreté. C'était un cercle vicieux sans fin. Pour la première fois depuis qu'elle avait reçu la lettre de refus, Amélie pleura. Elle pleura sur son rêve brisé,
sur son avenir incertain et sur son pauvre destin. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avant l'aube. Sa mère, Madame Martin, était déjà devant le fourneau de la cuisine, préparant une soupe. Amélie s'approcha et, d'une voix enrouée par les larmes de la nuit, dit « Maman, je vais aller à Lille. » Avec Mélanie, la botte de paille que sa mère tenait en main tomba sur le sol de la cuisine. Elle se tourna vers sa fille. Ses yeux, d'abord remplis de surprise, se brouillèrent de larmes. Vraiment? Si loin. Une fille toute seule. C'est vrai. J'ai grandi maintenant. Je peux m'occuper de moi. Je gagnerai de l'argent et je vous l'enverrai. Il faut bien élever les garçons. Si je reste ici, je ne serai qu'un poids. Madame Martin serra sa fille dans ses bras et sanglota. Ses pleurs brisèrent le silence de l'aube. Ma chérie, pardonne-moi. Pardon. Ton père et moi, on est des incapables, on n'a même pas pu t'offrir des études. Ce n'est pas votre faute, maman. Je ne vous en veux pas, ni à papa. Amélie tapota le dos maigre de sa mère. Son propre cœur était comme transpercé par un couteau. Son père, attiré par le bruit, entra. Il se tint silencieusement sur le seuil, regardant sa femme et sa fille, puis laissa échapper un long soupir. Si c'est ce qu'elle a décidé, laissons-la partir. Ici, ce n'est que de la misère qui l'attend. Peut-être qu'en partant loin, sa vie changera. Mais Amélie, Monsieur Martin regarda sa fille droit dans les yeux, d'un air sévère. Là-bas, ce n'est pas comme notre campagne. C'est un endroit compliqué. Tu devras te tenir correctement. Tu m'entends? Ne suis pas tes amis dans leur frivolité ou leurs bêtises. L'argent que tu gagneras durement est précieux, mais ton honneur l'est encore plus. Oui, papa, je te le promets, je ne ferai jamais rien qui puisse vous faire honte. Amélie hocha la tête, ravalant avec peine les larmes qui menaçaient de couler. La décision était prise. Amélie demanda à sa mère d'aller voir les voisins pour savoir quand Mélanie repartait. Heureusement, elle partait la semaine suivante. Madame Martin fit le tour du village et réussit à emprunter 300 € qu'elle glissa dans la main d'Amélie, pour le voyage et les premières dépenses. Sa mère lui prépara un sac avec quelques-uns de ses vêtements les plus usés, un sachet de noisettes grillées et quelques pots de conserve maison, au cas où la nourriture de là-bas ne lui plairait pas. Cette semaine-là, Amélie fit ses adieux à sa famille et à ses voisins. Tout la regardait avec pitié et la couvrait de recommandations. Une fille aussi jolie, qu'Amélie doit faire attention là-bas. Ne te laisse pas avoir par les mauvais garçons. Travaille dur, mais prends soin de ta santé. Ces recommandations étaient pleines d'amour, mais elles sonnaient aussi comme des avertissements sur un avenir qu'Amélie elle-même ne pouvait imaginer. Le jour de son départ, une pluie fine tombait sur la Creuse. L'air frais du début de l'automne rendait les cœurs encore plus lourds. Son père la transporta sur le porte-bagages de son vieux vélo jusqu'à l'arrêt de bus. Sa mère et ses frères suivaient à pied. En arrivant, Mélanie était déjà assise dans le bus et lui faisait signe. Amélie serra sa mère dans ses bras. « Maman, j'y vais. Prends bien soin de toi. »« Oui, bon voyage. »« Écris-nous, surtout, » dit Madame Martin d'une voix étranglée. Amélie se tourna vers son père. Monsieur Martin, sans un mot, lui caressa la tête. Sa main rugueuse tremblait. « Vas-y, le bus va partir. » Amélie monta dans le bus. Elle n'osa pas se retourner. Si elle le faisait, elle sentait qu'elle perdrait le courage de partir. Le bus se mit lentement en mouvement, l'éloignant de son village natal, de sa pauvre maison au toit de chaume, et des rêves de son adolescence. Pendant toute la nuit, le bus cahota sur la route. Assise près de la fenêtre, Amélie regardait l'obscurité opaque du dehors. À côté d'elle, Mélanie dormait profondément, sans qu'elle sache quand elle s'était endormie. Amélie ne parvenait pas à trouver le sommeil. La peur de l'inconnu, l'inquiétude pour ses parents restés au pays, la tristesse de sa propre condition, un tourbillon d'émotions agitait le cœur de la jeune femme. Amélie savait qu'à partir de demain, elle devrait tout affronter seule. Sa vie tournait une nouvelle page. Serait-elle rose ou entièrement grise? Elle l'ignorait. Après presque 2 jours de trajet épuisant, Amélie posa enfin le pied sur le sol de l'île. En descendant du bus, la première chose qu'elle ressentit ne fut pas l'excitation, mais une sensation d'étouffement. La chaleur ici était moite, comme dans un four. Rien à voir avec le soleil de sa campagne, qui,
bien que piquant, était accompagné d'une brise rafraîchissante. La zone industrielle qui s'étendait devant elle ressemblait à un monstre géant de béton et d'acier. Des rangées d'usines, de hautes cheminées et des essaims d'ouvriers en bleu de travail qui en sortaient. Le bruit des machines, le bruit des voitures, le brouhaha des gens, tout lui donnait le vertige. Mélanie lui tira le bras. « Amélie, dépêche-toi. On va d'abord poser nos affaires à l'appartement. Je suis morte de fatigue. » L'appartement de Mélanie se trouvait au fond d'une petite ruelle sombre et humide. C'était un ensemble de bâtiments bas aux toits en tôle, serrés les uns contre les autres. La chambre de Mélanie ne faisait guère plus de 10 mètres carrés, mais elles y vivaient à 4 filles. Les affaires traînaient en désordre, les vêtements étaient jetés n'importe où. Au plafond, un vieux ventilateur tournait mollement, incapable de dissiper la chaleur irradiée par le toit en tôle. « Pour ce soir, tu dors avec nous, et demain je t'aiderai à trouver du travail. C'est facile ici. Il suffit d'avoir son brevet, » dit Mélanie. Son accent avait déjà pris les intonations de la ville. Amélie posa silencieusement ses affaires dans un coin. Le premier repas sur cette terre inconnue fut un plat préparé du supermarché. Le riz était sec, les légumes froids, mais elle se força à avaler. Cette nuit-là, les 4 jeunes femmes dormirent à l'étroit, 2 lits collés l'un à l'autre. Amélie, à cause de la chaleur, du lit inconnu et des ronflements de ses colocataires, ne put fermer l'œil. Le lendemain, Mélanie emmena Amélie à l'entreprise d'électronique où elle travaillait. L'employé des ressources humaines jeta un coup d'œil à ses papiers, la toisa de haut en bas, puis hocha la tête. « Vous commencez demain, en période d'essai pour 1 mois. » Le travail d'Amélie consistait à s'asseoir devant un tapis roulant et à assembler de minuscules composants électroniques. 10 heures par jour, assise à la même place, les yeux rivés sur un circuit imprimé minuscule. Son dos lui faisait mal, ses épaules étaient contractées, et ses yeux la piquaient et la brûlaient. Les premiers jours, elle se fit sévèrement réprimander par la chef d'équipe, une femme d'une 50aine d'années, toujours, le visage renfrogné et difficile à satisfaire. « Tu vas travailler comme ça? T'as les yeux où? Si tu fais une pièce défectueuse, c'est toute la ligne qui trinque sur le salaire. » Amélie baissait la tête et s'excusait d'une petite voix. Elle était gauche et maladroite. Parmi ses collègues plus anciennes, certaines, prises de pitié, lui montraient comment faire, mais d'autres la dévisageaient en marmonnant que cette péquenaude était lente comme une tortue. La vie suivait son cours. Se lever à 6 heures, avaler en vitesse un bout de pain, arriver à 7 heures à l'usine, déjeuner à midi avec la nourriture insipide de la cantine. À 17 heures, la journée finie, le dîner était de nouveau un plat préparé, ou alors les filles se cotisaient pour cuisiner quelque chose à la hâte. Après la douche et la lessive, il était déjà 22 heures. À peine couchée, elle tombait dans un sommeil de plomb. Le jour de sa première paie, après avoir déduit le loyer, la nourriture et un peu d'argent de poche, il restait à Amélie près de 500 €. Elle courut à la poste et envoya la totalité à sa mère. Le reçu en main, Amélie se sentit à la fois heureuse et triste. Heureuse de pouvoir, pour la première fois, aider ses parents avec l'argent qu'elle avait gagné de ses propres mains. Triste, parce que cet argent était imprégné non seulement de sa sueur, mais aussi de toutes les humiliations et les peines qu'elle endurait. Mais c'est ici même que la beauté simple de la jeune fille de la Creuse commença à briller. Même vêtue d'un large bleu de travail, sa peau blanche, ses grands yeux noirs et son sourire doux ne passaient pas inaperçus. Mélanie avait raison. Amélie était remarquablement jolie. Sa peau blanche, probablement un héritage génétique, ne brunissait pas, même sous le rude travail de la campagne. Bientôt, le nom d'Amélie commença à circuler parmi les employés masculins de l'usine voisine. À l'heure du déjeuner, elle sentait constamment des regards se poser sur elle. Parfois, un homme plus audacieux la bousculait volontairement en passant, faisait tomber quelque chose, créant ainsi un prétexte pour lui parler. Les jeunes chefs d'équipe et contremaîtres commencèrent également à s'intéresser à elle. Ils trouvaient des excuses pour passer près de sa ligne de production et lui posaient parfois des questions futiles d'une voix beaucoup plus douce que pour les autres. « Amélie, le travail n'est pas trop dur? D'où venez-vous pour être si jolie ?» Ses colocataires commencèrent à la taquiner. « Eh ben, Amélie, tu vas bientôt devenir la reine de l'usine. Fais attention aux chefs, ce sont des loups. » Amélie se contentait de sourire timidement. Au fond d'elle, elle n'était pas du tout troublée.
Ses mots doux et ses regards insistants ne faisaient que la rendre plus méfiante. Les paroles de son père, le jour de son départ, résonnaient à ses oreilles. Tu devras te tenir correctement. Pour l'instant, le seul objectif d'Amélie était de travailler dur et d'envoyer de l'argent à sa famille. L'amour était une histoire bien trop lointaine pour elle. Elle n'osait même pas y penser. Elle ne savait pas encore que le destin lui préparait une rencontre qui allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le temps à l'usine filait à toute vitesse. 2 ans passèrent, et la jeune fille naïve de la campagne était devenue une ouvrière qualifiée. Fini le temps où la chef d'équipe la grondait pour sa lenteur. Sur le tapis roulant, ses mains se déplaçaient avec rapidité et précision. Elle s'était habituée à la chaleur étouffante de l'île, à la nourriture insipide de la cantine et aux avances des hommes de l'usine. Le surnom de reine de l'usine la suivait toujours. 2 ans après avoir quitté sa région, la beauté de la jeune fille de la Creuse semblait s'être approfondie. Sa peau était toujours aussi blanche, mais son regard n'avait plus la timidité ou la peur d'autrefois. À la place, une sorte de calme et de mélancolie s'en dégageait. Les hommes qui la courtisaient étaient nombreux. Des jeunes ouvriers qui traînaient chaque soir devant son appartement au chef, et contremaîtres qui la tentaient avec toutes sortes de belles paroles. Mais Amélie refusait systématiquement. Elle n'avait jamais oublié la recommandation de son père. De plus, les hommes qui tournaient autour d'elle étaient tous légers ou insistants, et aucun ne lui inspirait confiance. Sa colocataire, Mélanie, en perdait son latin. « Amélie, t'es bête ou quoi ? Si tu mettais la main sur un chef qui a de l'argent, tu ne passerais pas ta vie le cul vissé sur ce tapis roulant. À t'entêter comme une péquenaude, tu ne récolteras que de la misère. » En entendant ces mots, Amélie se contentait d'un sourire triste, sans rien dire. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas besoin de richesse. Elle aspirait simplement à une vie paisible. Le destin se présenta un soir où il pleuvait des cordes. L'usine entière faisait des heures supplémentaires pour terminer une commande urgente. Tout le monde devait travailler jusqu'à 22 heures. Au moment de partir, la pluie tombait à verse. Aucune de ses colocataires n'avait pris de parapluie, et elles étaient coincées devant la porte de l'usine, espérant une accalmie. Le chemin de l'usine à leur cité ouvrière était assez long, et il fallait traverser une route sombre et isolée, sans éclairage public. « C'est pas vrai. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Comment on va rentrer ?» se plaignit Mélanie, se frottant les bras. C'est à ce moment-là qu'un homme sortit de l'usine voisine. Il portait un vieux bleu de travail et tenait à la main un ciré bleu. Il s'approcha d'Amélie et de ses amis et, se grattant la tête, dit d'une voix simple : « Bonsoir, vous n'êtes pas encore partis ?» Mélanie le toisa. « Vous voyez bien qu'il pleut. Comment voulez-vous qu'on parte ? Vous avez une solution, peut-être ?» L'homme parut un peu décontenancé par le ton sec de Mélanie. Il regarda Amélie et lui tendit le ciré. « J'ai un ciré. Si cette dame, dit-il en désignant Amélie, le met, je peux la raccompagner, puis revenir chercher les autres. Si vous attendez ici, il va se faire très tard. » Amélie leva la tête pour le regarder. C'était la première fois qu'elle le voyait vraiment. Il était très ordinaire, sans rien de remarquable. Une carrure moyenne, la peau tannée et un visage simple qui trahissait une vie de labeur. Elle se souvint l'avoir déjà vu quelquefois à la cantine. Il s'appelait Julien et travaillait à la maintenance, dans l'équipe qui réparait les machines. Mélanie éclata de rire. « Oh, le héros est arrivé. Comment vous comptez nous ramener toute seule ? On va attendre un taxi, alors ne vous en faites pas pour nous. » Julien, se grattant la tête, parut encore plus mal à l'aise. À cette heure-ci, c'est difficile de trouver un taxi. Et cette route est sombre, c'est dangereux pour des femmes seules. Sinon, mademoiselle Amélie met le ciré, et je marche à côté en poussant ma mobilette, pour la sécurité. Moi, je suis un homme, je peux bien me mouiller un peu. La façon dont il l'appelait, poliment mademoiselle Amélie, et sa proposition de marcher sous la pluie pour les accompagner donnèrent à Amélie une impression très différente. Les autres hommes voulaient la raccompagner pour se rapprocher d'elle, pour la draguer, mais le regard de cet homme était droit et sincère. « Non, merci, ça va aller », refusa gentiment Amélie. « Allez-y, nous allons encore attendre un peu. »« Comment ça, attendre ?» insista Julien. « Cette pluie ne va pas s'arrêter de sitôt. Vous avez travaillé toute la journée. Si vous prenez la pluie, vous allez tomber malade. Prenez ce ciré. » En disant cela,
Il lui mit le ciré dans les mains et, sans un mot de plus, retourna vers sa vieille mobilette. Il la démarra et roula au pas, à côté des jeunes femmes qui marchaient. Il ne dit plus rien, se contentant de les accompagner en silence. Sa mobilette, tel un garde du corps silencieux, éclairait la route sombre de son faible phare jaune. Quand elles arrivèrent à la cité ouvrière, Julien était trempé jusqu'aux os. Il tremblait de froid. Amélie se dépêcha d'enlever le ciré pour le lui rendre. « Merci beaucoup. Vous êtes tout mouillé, vous allez attraper froid. Rentrez vite chez vous. » Julien se contenta d'un sourire simple. « Ce n'est rien. Rentrez vite. Moi aussi. J'y vais maintenant. » Il démarra et disparut dans la pluie. Cette nuit-là, Amélie ne cessa de penser au sourire simple et au regard droit de Julien. Mélanie lui chuchota. « Ce Julien, je le connais un peu. Il est super gentil. Il paraît que son père est mort jeune et qu'il vit seul avec sa mère. Il travaille ici depuis longtemps, il est très sérieux, mais bizarrement, il n'arrive pas à sortir de la galère. Amélie, il est intéressé par toi. » Amélie sentit ses joues rougir. C'était le premier homme qui ne lui inspirait aucune méfiance. Après cette nuit pluvieuse, Julien commença à apparaître plus souvent dans la vie d'Amélie. Mais ses apparitions n'étaient ni bruyantes, ni insistantes. Il ne se frayait jamais un chemin à travers la foule à la cantine pour la draguer. Il se contentait de la regarder de loin, d'un coin. Et quand leurs regards se croisaient, il souriait simplement, en se grattant la tête. La façon dont Julien la courtisait était aussi simple que sa personnalité. Il n'avait pas d'argent pour des fleurs ou des cadeaux coûteux. Il ne montrait son affection que par des actes. Le matin, Amélie trouvait parfois une bouteille de lait accrochée à la poignée de sa porte. Un petit mot écrit à la hâte l'accompagnait. « Ne sautez pas le petit déjeuner. Vous allez vous abîmer l'estomac. » Quand Amélie travaillait de nuit, au moment où la fatigue était la plus grande, Julien apparaissait et lui tendait un bol de chocolat chaud. « Je l'ai fait moi-même. Ma mère dit que ça aide à bien dormir. » Une fois, Amélie fut prise d'une toux sèche qui dura une semaine. Les médicaments ne faisaient rien. Un jour, Julien arriva avec un petit pot en verre. À l'intérieur, une infusion de thym au miel. « C'est ma mère qui l'a préparée. Essayez, on dit que c'est bon pour la toux. » Alors que la douceur chaude et sucrée du thym fondait dans sa gorge, Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprit que ce n'était pas de la drague légère, mais une attention sincère. Ses colocataires la taquinèrent de nouveau. « Oh là là, c'est trop mignon. Qui offre encore des infusions au thym de nos jours. » Mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment sincère, ce Julien. Mélanie, après avoir observé la situation pendant un moment, hocha la tête. « Il a l'air bien. Il est pauvre, mais il a bon cœur. Si tu l'épouses, tu ne seras pas riche, mais il prendra vraiment soin de toi. Ses chefs, eux, ils te voient juste comme un jouet. » Songjin. Amélie commença à ouvrir son cœur. Elle accepta la proposition de Julien d'aller boire un verre pendant leur jour de repos. Ils ne s'assirent pas dans un café chic, mais dans un petit bistrot de quartier. Julien lui parla de sa vie. Son père était mort jeune d'une longue maladie. Sa mère, Madame Leclerc, l'avait élevé seule en tenant un stand au marché. Il dit que sa mère avait souffert toute sa vie et que son plus grand rêve était d'économiser assez d'argent pour lui offrir une petite maison décente, d'épouser une femme gentille et de lui donner quelques petits-enfants pour qu'elle puisse profiter de ses vieux jours. Quand Julien parlait de sa mère, ses yeux brillaient d'une lumière étrange. Amélie vit en lui le dévouement filial et la solidité qu'elle avait longtemps cherché. Elle lui parla aussi de sa famille dans la Creuse, de ses jeunes frères encore à l'école, et de la raison pour laquelle elle avait dû abandonner son rêve de devenir enseignante. Julien prit la main d'Amélie, rendue rugueuse par le travail, et lui dit d'une voix sincère, « Amélie, je sais que vous avez beaucoup souffert aussi. Je ne peux pas vous promettre la richesse, mais je vous aime sincèrement. Je veux vous protéger et prendre soin de vous. Voulez-vous m'épouser ?» La demande en mariage de Julien était aussi simple que lui. Pas de roses, pas de bougies. Juste deux cœurs attirés l'un par l'autre, assis dans un petit bistrot de quartier. Amélie regarda les yeux sincères de Julien. Elle avait attendu ces mots. Elle n'avait pas besoin de richesse. Elle avait juste besoin d'un homme qui l'aimerait sincèrement et avec qui elle pourrait partager le fardeau de la vie. Elle hocha la tête. Les larmes jaillirent de ses yeux. « Oui, je le veux. Mais
Ma famille est très pauvre. Mes parents à la campagne n'ont connu que la misère. Julien s'empressa d'essuyer ses larmes. Ne dites pas de bêtises. C'est vous que j'aime. Ce n'est pas la fortune de votre famille que j'épouse, c'est vous. C'est bien d'être dévoué à ses parents. Maintenant, vos parents sont aussi les miens. Nous ferons des efforts ensemble. La nouvelle qu'Amélie avait un petit ami se répandit rapidement dans toute l'usine. Beaucoup d'hommes furent déçus, et quelques mauvaises langues dirent: une fille aussi jolie qu'Amélie a vraiment perdu la tête. Refusez tous ces hommes riches pour choisir ce pauvre type. Mais Amélie n'en avait que faire. Elle se sentait la femme la plus heureuse du monde. Elle écrivit rapidement une lettre à ses parents dans la Creuse pour leur annoncer la nouvelle. Ses parents furent ravis d'apprendre que leur futur gendre était gentil, dévoué à sa mère et, bien que pauvre, travailleur. Julien emmena Amélie rencontrer sa mère. L'appartement où vivaient la mère et le fils était à peine plus grand que celui d'Amélie, mais il était impeccablement rangé. La mère de Julien, Madame Leclerc, était une femme à l'allure sympathique et volubile. Dès qu'elle vit Amélie, elle lui prit la main et lui sourit chaleureusement. « Ah, c'est donc vous, Amélie. Mon Julien n'arrête pas de me parler de vous, j'étais si curieuse. Mon Dieu, on dirait une fée. Mon Julien a dû faire quelque chose de bien dans une autre vie pour mériter ça. » La chaleur de Madame Leclerc dissipa toutes les inquiétudes d'Amélie. Elle dit d'une petite voix: « Bonjour, madame, c'est un petit cadeau de ma région. » « Oh, mais il ne fallait pas. On est de la même famille maintenant. Viens t'asseoir. Mon Julien est un brave garçon, mais un peu lent. Il faudra être patiente avec lui. Qu'une fille comme toi devienne ma belle-fille, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Tout ce que je souhaite, c'est une belle-fille, douce et gentille comme toi. » Le dîner de fiançailles se déroula dans une atmosphère des plus cordiales. Madame Leclerc ne cessait de resservir Amélie, tout en taquinant son fils. Il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Il adore sa mère. Je suis sûr qu'il adorera sa femme de la même façon. Travaillez dur tous les deux, économisez, et donnez-moi vite un petit enfant. Je le garderai à la maison. Au mot petit enfant, les yeux de Madame Leclerc s'illuminèrent. Amélie baissa la tête et sourit. Ses joues rougirent. Le mariage d'Amélie et Julien eut lieu peu de temps après. C'était le mariage simple de deux jeunes ouvriers. Ils invitèrent quelques amis de l'usine et des voisins de la cité ouvrière pour un repas modeste. Les parents d'Amélie s'endettèrent pour faire le long voyage depuis la Creuse et assister au mariage de leur fille. Voir leur fille s'établir avec une bonne belle famille soulagea grandement le couple Martin. Après le mariage, Amélie commença à vivre avec Julien et sa belle-mère dans le petit appartement exigu. La vie devint vite inconfortable. L'appartement de 10 mètres carrés était trop petit pour 3 adultes, mais Amélie ne se plaignit jamais. Elle comprenait la situation de sa belle famille. Au contraire, elle devint encore plus travailleuse. En rentrant du travail, elle se mettait immédiatement au ménage et à la cuisine. Madame Leclerc trouvait sa belle-fille si admirable. Elle l'arrêtait. « Ma chérie, tu dois être fatiguée après une journée de travail. Laisse, je vais le faire. La belle-fille de cette maison est venue pour être aimée, pas pour travailler. » Madame Leclerc fit asseoir Amélie et lui massa les épaules. « Vous devez être à l'étroit tous les deux dans cette petite pièce. J'en suis désolé. » C'est alors que Julien intervint. « Et si on économisait encore un peu, pendant quelques années, et qu'on demandait un prêt à l'entreprise pour acheter un petit appartement? Maman. » Madame Leclerc réfléchit un instant. Elle savait qu'avec leur maigre salaire, il leur faudrait une éternité pour acheter un logement. Elle regarda sa belle-fille, si jolie et si gentille, qui partageait la misère avec son fils. Elle eut pitié. Elle se disait qu'elle était vieille, qu'elle pouvait mourir n'importe quand, et qu'elle devait au moins offrir un foyer décent à ses enfants. Un soir, elle les réunit et leur dit d'un ton sérieux: « J'ai pris ma décision. Je vais vendre la vieille maison à la campagne. Elle ne sert à rien. Il vaut mieux la vendre. » Julien fut choqué. « Non, maman, c'est la maison que papa nous a laissée. Comment peux-tu la vendre? Les souvenirs, on les garde dans son cœur, pas dans une maison. » Balaya Madame Leclerc. « Si ton père était encore en vie, il aurait fait comme moi. Il faut s'occuper des vivants, pas d'une maison vide. Je vais ajouter l'argent de la maison à mes économies, et avec ça, vous regarderez si vous pouvez acheter un petit appartement à Lille, près de votre travail. » Amélie fut stupéfaite.
Elle n'aurait jamais imaginé que sa belle-mère ferait un tel sacrifice pour elle. « Belle maman, comment pourrions-nous accepter? C'est votre argent. »« Mon argent, c'est votre argent, » sourit doucement Madame Leclerc. « Je suis vieille, je n'ai plus besoin d'argent. Tant que j'ai un endroit où vivre avec vous et mes petits-enfants, ça me suffit. Ne discutez pas, c'est décidé. » Les actes suivirent les paroles. Madame Leclerc partit immédiatement à la campagne pour s'occuper de la vente. C'était une vieille maison dans un coin reculé. Elle n'en tira pas un bon prix. Mais en y ajoutant les économies de toute une vie de Madame Leclerc, ils purent tout juste acheter un petit appartement de 50 mètres carrés à Lille. Le jour où ils emménagèrent dans leur nouvelle maison, Amélie pleura. C'était la première fois de sa vie qu'elle vivait dans une maison propre et décente qui lui appartenait. L'appartement était petit, avec seulement 2 chambres, mais il était incroyablement confortable. Madame Leclerc prit une chambre, le couple l'autre. Madame Leclerc alla elle-même au marché pour choisir chaque assiette, chaque couvert. Elle acheta même un joli berceau qu'elle installa dans un coin de la chambre en souriant malicieusement. « Je l'ai acheté en avance. Il va falloir que vous transformiez vite cette mamie en une vraie grand-mère. » Amélie se sentit la femme la plus chanceuse du monde. Elle avait un mari gentil qui l'aimait plus que tout. Elle avait sa propre maison. Et surtout, elle avait une belle-mère qui la considérait comme sa propre fille. Une vie rose semblait s'ouvrir devant elle. La vie dans le nouvel appartement de Lille se déroulait comme dans un rêve paisible. Après tant d'épreuves, cet endroit était pour Amélie un véritable refuge. La maison était petite, mais sous la main de Madame Leclerc, elle était toujours propre et bien rangée. Chaque jour, le couple partait travailler à l'usine et Madame Leclerc s'occupait de la maison. Tous les matins, elle se levait tôt pour préparer un petit déjeuner chaud à ses 2 enfants. En rentrant du travail, Amélie et Julien trouvaient une table bien garnie pour le dîner. Madame Leclerc chérissait Amélie plus que sa propre fille. Elle disait que son fils Julien était un homme, qu'il pouvait bien souffrir un peu, mais qu'Amélie était le trésor de la maison et qu'il ne fallait absolument pas la fatiguer. Elle interdisait à Amélie de toucher à la lessive, au ménage, à la vaisselle. Elle faisait tout toute seule. Elle disait à Amélie, « Tu as dû être fatiguée au travail, alors, à la maison, tu dois te reposer. Maman s'occupe de tout. Ta mission, c'est de bien manger, bien dormir, et de vite donner un petit enfant à maman. » Chaque fois que sa belle-mère lui disait cela, Amélie rougissait et souriait timidement. Julien se grattait la tête. « Maman, tu vas la gêner à force. On peut t'aider avec les tâches ménagères. »« Aider? Quelle aide ?» le fusilla affectueusement Madame Leclerc. « Ton travail à toi, c'est d'aimer ta femme et de bien t'occuper d'elle. Je trouve qu'Amélie est trop maigre et qu'elle a mauvaise mine. Fais-lui prendre des forces. Moi, je suis vieille maintenant. Je n'en ai plus pour longtemps. Mon seul souhait, c'est de tenir un petit enfant dans mes bras. Alors, dépêchez-vous tous les 2. » Madame Leclerc était d'un naturel franc qui ne cachait pas ses pensées, si bien que l'ambiance à la maison était toujours joyeuse. Amélie sentait l'amour infini que sa belle-mère lui portait. Elle se jura de lui rendre au centuple. Chaque mois, en recevant son salaire, elle donnait à sa belle-mère de l'argent pour les courses, mettait une partie de côté pour ses parents dans la Creuse, et avec le reste, elle achetait en secret de nouveaux vêtements, des vitamines ou un foulard pour sa belle-mère. Quand Madame Leclerc recevait les cadeaux de sa belle-fille, elle disait « Oh, mais quel gaspillage, il ne fallait pas !» Mais son visage rayonnait de joie. Elle se vantait, auprès des voisins de l'immeuble. « Ma belle-fille, Amélie, vous savez, elle est si gentille et si dévouée. Vraiment, j'ai dû accumuler bien des mérites pour avoir une telle belle-fille. » La relation entre la belle-mère et la belle-fille était si bonne que beaucoup de gens les enviaient. Son ancienne amie, Mélanie, venait parfois lui rendre visite et, voyant la belle-mère apporter un jus d'orange à sa belle-fille pendant que celle-ci lui massait les épaules, secouait la tête. « Amélie, t'as vraiment sauvé le pays dans une autre vie. Une belle-mère comme ça n'existe plus de nos jours. On dirait ta vraie mère. » Amélie se contentait de sourire. Elle savait la chance qu'elle avait. L'amour de Julien et les soins de sa belle-mère avaient guéri toutes les blessures et les souffrances de son passé. Elle remerciait en secret le ciel de lui avoir offert une telle récompense. Elle n'avait pas besoin de richesse. Une famille aussi unie lui suffisait amplement. Madame Leclerc attendait chaque jour un petit enfant. Elle allait en secret
consultait des voyantes et préparait toutes sortes de tisanes qu'elle faisait boire à Amélie avec du poulet. Ça fortifie le corps, ça aide à tomber enceinte. Alors qu'il n'y avait encore aucune nouvelle, elle se mit à acheter des articles de puériculture. Le berceau qu'elle avait acheté en emménageant était déjà rempli de couches et de vêtements de bébés colorés. Elle tricotait elle-même, maille après maille, de petits bonnets et des moufles. En voyant le désir ardent de sa belle-mère, Amélie se sentait à la fois touchée et un peu sous pression. Elle aussi le désirait ardemment. Avoir un enfant pour rendre sa famille plus complète et pour répondre aux attentes de sa belle-mère. Et la bonne nouvelle, que toute la famille attendait, arriva. Moins d'un an après leur emménagement, Amélie constata un retard de ses règles, se sentit fatiguée et nauséeuse. Le cœur battant, elle acheta un test de grossesse. 2 lignes bien nettes apparurent. Les mains tremblantes de joie, Amélie courut au salon pour l'annoncer à sa belle-mère. « Belle maman, je crois que je suis enceinte. » Madame Leclerc, qui était en train d'éplucher des légumes, se leva d'un bond, faisant tomber son panier par terre. « Quoi? C'est vrai? » ?»« Oui. Regardez, 2 lignes. » Amélie lui tendit le test. Madame Leclerc s'en saisit, comme si elle allait le lui arracher, plissa les yeux pour mieux voir. Une fois certaine, elle serra Amélie dans ses bras et se mit à sauter de joie comme une enfant. « Oh, mes aïeux, je vais avoir un petit enfant. Julien, tu vas être papa. » Elle pleurait de joie. Elle se précipita pour allumer de l'encens sur l'autel de son défunt mari et se mit à prier en marmonnant. Ce soir-là, dès que Julien rentra du travail, sa mère lui cria « Ta femme est enceinte. Tu vas bientôt être papa. » Julien resta quelques secondes abasourdi, puis se précipita vers sa femme, la serra dans ses bras, la souleva et la fit tourner. « Ma chérie, tu es formidable. Je vais être papa. Merci. » La maison était en fête. À partir de ce moment, Amélie devint officiellement le trésor de la famille. Les soins de Madame Leclerc, déjà extrêmes, devinrent 10 fois plus intenses. Le lendemain matin, Madame Leclerc déclara d'un ton ferme « À partir de demain, tu arrêtes de travailler. » Amélie fut surprise. « Quoi? Pourquoi? Belle maman, tout se passe bien au travail, et ce n'est pas fatigant. »« Pas fatigant ?» balaya Madame Leclerc. « Respirer toute cette poussière, tu appelles ça un travail facile? Maintenant, ton corps abrite le dragon, le phénix de notre famille, mon petit enfant. Il ne doit subir aucune mauvaise influence. Tu restes à la maison. Julien ramènera l'argent, et si son salaire ne suffit pas, je compléterai. Tu n'as qu'une seule mission, manger, dormir et prendre soin du bébé dans ton ventre. » Amélie se sentit un peu coupable. Elle voulait continuer à travailler pour envoyer de l'argent à ses parents, mais face à la fermeté de sa belle-mère, elle n'osa pas s'opposer. Julien la sottinde. « Maman a raison. Repose-toi à la maison. Je ferai plus d'heures supplémentaires. Mon salaire seul suffira. Tu as assez souffert comme ça. Maintenant, c'est à ton tour de te faire dorloter. » Ainsi, Amélie quitta son travail. Sa vie se résuma désormais à manger et à dormir. Madame Leclerc semblait avoir une énergie inépuisable. Elle se levait à l'aube pour aller au marché choisir le poisson et les légumes les plus frais. Le menu ne se répétait jamais. Un jour, une soupe de poulet noir aux herbes médicinales. Le lendemain, une bouillie de pigeons, puis des nids d'hirondelles, des ailerons de requin, tout ce qui était réputé bon pour les femmes enceintes. Elle interdisait même à Amélie de se servir un verre d'eau. « Reste assise. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Bougez. Ce n'est pas bon pour mon petit enfant. » Elle avait même appris des exercices de gymnastique pour femmes enceintes quelque part et les faisait faire à Amélie. Chaque soir, elle préparait elle-même un bain de pieds chauds pour sa belle-fille et la massait pour la détendre. Julien, en voyant cette scène, se sentait à la fois reconnaissant et coupable envers sa femme et sa mère. « Maman, tu la gâtes trop. Elle va prendre de mauvaises habitudes. » Madame Leclerc foudroya son fils du regard. « Elle porte mon petit enfant, c'est normal que je la traite bien. Toi, contente-toi de ramener de l'argent. Si jamais il leur manque quoi que ce soit, à elle et au bébé, tu auras affaire à moi. » Sous l'amour de sa belle-mère, Amélie se sentait comme une reine. Mais au milieu de ses soins excessifs, elle commença à remarquer quelque chose.
Toute l'attention de Madame Leclerc semblait exclusivement tournée vers l'enfant dans son ventre. Elle parlait beaucoup plus au ventre d'Amélie qu'à Amélie elle-même. « Mon petit trésor, il faut être bien sage dans le ventre de maman. Je vais faire en sorte que maman mange beaucoup pour que mon petit ange grandisse bien vite. » Et Madame Leclerc parlait particulièrement souvent d'un garçon. En revenant de chez la voyante, elle dit, tout excitée. La voyante a dit exactement ce que je pensais. Mon ventre est si pointu, ma peau est devenue moins belle, et je n'ai envie que de choses acides. C'est sûr, c'est un garçon pour tenir le bâton de cette vieille grand-mère. Et si c'est une fille, belle maman, demanda innocemment Amélie. Madame Leclerc s'arrêta un instant, puis se mit à rire. Une fille, c'est mon petit enfant aussi. Mais pour le premier, c'est mieux si c'est un garçon, non? Julien est fils unique. Il faut absolument un fils pour continuer la lignée. Mais ne t'inquiète pas, j'ai vu à ma physionomie que tu auras un garçon. Elle le dit, comme si de rien n'était, sans se rendre compte que ces mots avaient semé une graine d'inquiétude dans le cœur d'Amélie. Amélie commença à avoir peur. Peur de ne pas donner un fils à sa belle-mère comme elle le souhaitait. Si c'était une fille, ce bonheur qu'elle vivait actuellement pourrait-il rester intact? Les 10 mois s'écoulèrent sous les attentes ferventes de Madame Leclerc. Le jour où les contractions commencèrent, Madame Leclerc était encore plus agitée que le couple. Elle prépara en hâte le sac de maternité qu'elle avait préparé des mois à l'avance. Elle pressa Julien d'appeler un taxi et d'emmener sa femme à l'hôpital. Pendant tout le trajet, Madame Leclerc serra la main de sa belle-fille en marmonnant sans cesse. « Courage, ma chérie. Encore un petit effort. Bientôt, tu rencontreras mon petit enfant. » Amélie souffrait, mais le visage inquiet de sa belle-mère la réchauffait. Elle entra en salle de travail. Julien et Madame Leclerc attendaient dehors, faisant les 100 pas. Le travail fut long et douloureux. Après l'avoir examiné, le médecin dit que le bébé était un peu gros et que le bassin d'Amélie était étroit et qu'une césarienne pourrait être nécessaire. À l'idée d'une césarienne, Madame Leclerc s'inquiéta. « Docteur, un accouchement par voie basse n'est pas possible? Une césarienne, ce n'est pas bon pour ma belle-fille. Et si après, elle a du mal à avoir un deuxième ?» Le médecin la regarda et dit, « Pour l'instant, la priorité est la sécurité de la mère et de l'enfant. Nous allons surveiller encore un peu. » Finalement, après plus de 10 heures de lutte, des signes de détresse fœtale apparurent et la décision d'une césarienne d'urgence fut prise. Julien signa l'autorisation d'opérer d'une main tremblante. Madame Leclerc joignit les mains et pria sans cesse, s'inclinant dans toutes les directions. La lumière de la salle d'opération s'alluma. L'attente dehors parut une éternité. Enfin, la porte de la salle d'opération s'ouvrit et une infirmière sortit, un bébé emmailloté dans les bras. Madame Leclerc et Julien se précipitèrent. « Comment ça s'est passé? La mère et l'enfant vont bien ?» L'infirmière sourit. « Félicitations. La mère et le bébé vont très bien. C'est une jolie petite princesse de 5 kilos. Une jolie petite princesse. » Ces mots résonnèrent clairement. Julien, après un instant d'hébétude, se mit à sourire radieusement. « Une fille? C'est super. Une fille, c'est très bien aussi. Et ma femme, elle va bien? » La maman va bien. Elle est en salle de réveil. L'infirmière tendit le bébé à Julien. « Le papa peut la prendre. » Julien prit maladroitement la petite créature dans ses bras. Son visage rayonnait de bonheur. Il regarda le petit bébé rouge et gigotant. Mais ce ne fut pas le cas de Madame Leclerc. En entendant les mots « petite princesse », le sourire qui flottait sur ses lèvres se figea. Elle resta là, abasourdie, comme si la foudre l'avait frappée. Son visage, gonflé d'attente, devint cendreux en un instant. Elle ne regarda même pas sa petite fille. Juste devant elle. « Une fille » murmura-t-elle d'une voix éteinte. Puis, elle tourna brusquement les talons, laissant son fils perplexe avec le bébé dans les bras, et marcha d'un pas raide dans le couloir. Julien l'appela, la suivant précipitamment. « Maman, où tu vas? Tu n'as même pas encore vu ta petite fille. » Sans se retourner, Madame Leclerc fit un geste de la main. « Je vais aux toilettes. Toi, occupe-toi de ta femme. » Cette froideur soudaine réduisit de moitié la joie de Julien. Il baissa les yeux vers sa petite fille dans ses bras et regarda la silhouette chancelante de sa mère. Une mauvaise prémonition germa dans son esprit. Quand Amélie sortit de la salle de réveil, elle était épuisée,
mais elle esquissa un sourire en cherchant son mari et sa belle-mère. Julien posa rapidement le bébé à côté d'elle. « Chérie, c'est notre fille. Elle est si belle, elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. » Amélie, en voyant le petit bébé, pleura de bonheur. « Notre fille, murmura-t-elle, où est belle maman ?» Julien hésita. « Ah, maman est aux toilettes. » Mais Madame Leclerc ne revint pas. C'est bien plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, qu'elle entra nonchalamment dans la chambre. Une forte odeur de pommade se dégageait d'elle. Elle ne s'approcha pas du lit d'Amélie, ne demanda pas de nouvelles de sa belle-fille, ne jeta pas un regard à sa petite-fille. Elle se contenta de poser silencieusement un thermos sur la table, puis s'affaissa sur une chaise dans un coin de la pièce, le regard fixé sur la fenêtre. Bien qu'encore faible, Amélie sentit que quelque chose n'allait pas. « Belle maman, vous êtes fatiguée ?» Madame Leclerc ne répondit pas tout de suite. Ce n'est qu'un long moment après qu'elle lâcha, à contre-cœur. « Oui, un peu fatiguée. Reste allongée. » Cette nuit-là, Madame Leclerc ne dit plus un mot. Elle resta assise en silence, comme une statue de pierre. Julien était occupé par les formalités administratives et à aller chercher de la soupe pour sa femme. Amélie était allongée sur son lit d'hôpital, sa petite fille endormie à côté d'elle. Dans l'obscurité, elle regardait la silhouette silencieuse de sa belle-mère. Le bonheur qu'elle venait tout juste de toucher semblait soudain se briser en 1000 morceaux. La peur vague qu'elle avait ressentie tout au long de sa grossesse était maintenant devenue une réalité évidente. Uniquement parce qu'elle avait donné naissance à une fille. 3 jours plus tard, Amélie sortit de l'hôpital et rentra chez elle. L'appartement, qu'elle considérait autrefois comme son refuge, était maintenant d'une froideur effrayante. Madame Leclerc se déplaçait dans la maison comme une ombre, le visage vide de toute émotion. De toute la journée, elle ne prit pas sa petite fille dans ses bras, ne demanda pas de nouvelles à sa belle-fille. Le dîner se composait d'une assiette de légumes verts bouillis et d'un bol de sauce soja. En voyant la table, Julien dit « L'air coupable. Maman, Amélie a eu une césarienne, elle a besoin de se rétablir. Comment veux-tu qu'elle reprenne des forces et qu'elle allaite le bébé avec ça ?» Madame Leclerc le rabroua. Sa voix était tranchante. « Quelle force j'ai pour la servir? Je suis vieille et fatiguée. Mangez ce qu'il y a. » Julien fit un geste de la main. « Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais descendre lui acheter du lait. » Madame Leclerc renifla, puis entra dans sa chambre en claquant la porte. Le bruit de la porte qui claque frappa le cœur d'Amélie comme un marteau. Assise à table, elle laissa couler ses larmes. Sa cicatrice de césarienne la lançait encore, son corps pesait 1 tonne, et maintenant, la douleur morale s'y ajoutait. Julien se précipita pour prendre sa femme dans ses bras. « Ne pleure pas, chérie, ce n'est pas bon pour ta cicatrice. Mange au moins ça. Maman doit être vraiment fatiguée. Demain, je lui parlerai. » Mais le demain de Julien n'arriva jamais. Madame Leclerc avait commencé une guerre froide cruelle. Elle déclara que les nuits passées à l'hôpital lui avaient causé des douleurs lombaires, des maux de tête et de l'hypertension. À partir de ce jour, elle s'enferma dans sa chambre, ne préparant plus les repas, ne faisant plus le ménage. Tout le fardeau retomba sur les épaules d'Amélie. Julien travaillait toute la journée à l'usine. Amélie, à la maison, devait s'occuper de sa cicatrice douloureuse et de sa fille nouveau-née. Le bébé, qu'ils appelaient Rani, semblait sentir l'atmosphère tendue de la maison et pleurait jour et nuit. Amélie ne mangeait pas correctement et, avec le choc psychologique, n'avait plus de lait. Elle devait péniblement préparer des biberons pour son enfant. 10 jours à peine après son accouchement, alors que sa cicatrice n'était pas encore refermée, Amélie devait laver elle-même les couches de son bébé. L'appartement n'avait pas de grand espace pour étendre le linge, alors elle devait se pencher pour laver à la main dans la petite salle de bain. Chaque fois qu'elle se penchait, sa cicatrice lui donnait l'impression de se déchirer. Elle préparait les repas à la hâte, se contentant généralement de riz avec de la sauce soja ou d'un œuf dur. Elle n'avait pas l'énergie de cuisiner correctement. Madame Leclerc sortait parfois de sa chambre et voyait sa belle-fille s'affairer et sa petite-fille pleurer à s'en déchirer les poumons. Loin de l'aider, elle lui lançait des méchancetés. Une bouche de plus à nourrir. Incapable de donner un fils, elle vit au crochet de sa belle famille, et maintenant, elle nous a ramené un fardeau de plus. Chaque parole de Madame Leclerc était comme un millier d'aiguilles qui transperçaient le cœur d'Amélie. Elle ne pouvait que pleurer, en serrant son enfant dans ses bras.
Tard dans la nuit, Julien rentrait du travail et, voyant sa femme amaigrie et son enfant à la voix enrouée, son cœur se serrait. Il aidait sa femme à faire la lessive et à calmer le bébé. Il parla prudemment à sa mère. « Maman, s'il te plaît, Amélie vient d'accoucher, elle est faible. Aide-la un peu. Annie, c'est ta petite fille, après tout. » Madame Leclerc le foudroya du regard. « Quelle petite fille? Je n'ai pas de petite fille. Tu vas abandonner ta mère pour ta femme? Une femme incapable de donner un fils, pourquoi tu la gardes? Jette-la, et trouve-en une qui te donnera un fils. Des femmes qui peuvent donner des fils, il y en a plein. »« Maman !» criait Julien. C'était la première fois qu'il haussait le ton sur sa mère. « C'est ma femme et Annie est ma fille. Ne parlez pas si durement. Ah, tu es devenu un homme maintenant. Tu prends le parti de ta femme et tu cries sur ta mère. » Madame Leclerc se mit à hurler en frappant la table. « Mon Dieu, j'ai vendu ma maison pour leur offrir un toit, je l'ai traitée comme une reine pendant sa grossesse, et maintenant qu'elle a pondu une fille, ils s'allient, tous les deux, pour maltraiter cette vieille femme. Je ne peux plus vivre comme ça. Je préfère mourir. » Le vacarme de Madame Leclerc mit tout l'immeuble en émoi. Julien, effrayé, se mit à genoux et supplia sa mère. Il était pris entre deux feux. D'un côté, sa femme et son enfant, de l'autre, sa mère qui avait sacrifié sa vie pour lui. Il souffrait, se sentait impuissant, mais finalement, le devoir filial l'emporta. Il n'osa plus s'opposer à sa mère. À partir de ce jour, Julien se contenta de travailler en silence. Il essayait de rentrer un peu plus tôt pour finir les tâches ménagères à la hâte avant que sa mère ne le voie. Il consolait Amélie. « Courage, chérie, je t'aime, toi et notre fille. Patiente encore un peu. Maman n'est pas encore habituée, c'est pour ça. Bientôt, elle aimera Annie. » Amélie hocha la tête, mais son cœur était déjà glacé. Le bonheur qu'elle avait connu était, en fait, un bonheur emprunté. Il était bâti sur la condition qu'elle donne un fils. Maintenant que cette condition n'était pas remplie, tout s'effondrait. Les jours de souffrance, tant physique que morale, enveloppèrent la jeune femme. 6 mois passèrent, et la vie d'Amélie s'enfonça progressivement dans un cycle de misère. Elle était devenue d'une maigreur squelettique, ses yeux étaient creusés et cernés. Sa fille Annie, heureusement, malgré le manque d'amour de sa grand-mère, grandissait en bonne santé. L'enfant commençait à babiller et à rire quand sa mère jouait avec elle. Le sourire angélique de sa fille était la seule force qui permettait à Amélie de supporter ces journées sombres. Julien était toujours le même. Il partait au travail en silence, rentrait et aidait sa femme. Il n'essayait plus de parler de ce problème avec sa mère. L'atmosphère à la maison était toujours aussi lourde qu'une pierre. Madame Leclerc continuait à traiter sa belle-fille et sa petite-fille comme des invisibles, avec une froideur glaciale. Elle se préparait ses propres repas et vivait recluse dans sa chambre. Puis un jour, alors qu'Annie venait d'avoir 6 mois, quelque chose d'étrange se produisit. Ce matin-là, Amélie luttait pour faire manger sa purée à sa fille. L'enfant tournait sans cesse la tête, refusant de manger, et la purée finissait par terre. Épuisée et énervée, Amélie était sur le point de crier sur son enfant, quand Madame Leclerc sortit de sa chambre. Amélie se recroquevilla instinctivement, s'attendant à une nouvelle salve de reproches. Mais ce ne fut pas le cas. Madame Leclerc s'approcha et regarda Annie. Pour la première fois en 6 mois, elle regarda sa petite fille droit dans les yeux. Annie, voyant cet inconnu, ouvrit de grands yeux ronds et la fixa. Puis, soudain, elle se mit à sourire, dévoilant ses gencives. Ce sourire sembla faire fondre le bloc de glace dans le cœur de Madame Leclerc. Elle hésita un instant, puis tendit la main. « Sois sage, mangeons. C'est mamie qui va te donner à manger. » Amélie fut stupéfaite. La main de Madame Leclerc tremblait alors qu'elle prenait une cuillerée de purée et l'approchait de la bouche d'Annie. Étrangement, l'enfant ouvrit la bouche et mangea avec appétit. Madame Leclerc lui donna une autre cuillerée, et l'enfant la mangea de nouveau. Comme si elle n'en croyait pas ses yeux, un faible sourire apparut pour la première fois sur le visage durci de Madame Leclerc. « Ce que je lui donne, elle le mange, » dit-elle, en regardant Amélie. Sa voix était encore maladroite, mais plus aussi tranchante qu'avant. À partir de ce jour, l'attitude de Madame Leclerc changea de manière incroyable. Elle commença à sortir de sa chambre et prit l'initiative de prendre Annie dans ses bras.
Elle l'endormait, et se mit même à aller au marché, pour préparer des plats savoureux et nutritifs. On aurait dit que les repas de famille chaleureux d'autrefois étaient de retour. Mange, toi aussi. Tu es trop maigre. Il faut bien manger pour avoir du lait pour le bébé. Elle déposa un pilon de poulet dans l'assiette d'Amélie. La main d'Amélie, qui tenait son assiette, tremblait. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle regarda Julien, qui haussa les épaules avec un regard mêlé de surprise et de joie. « C'est super. Maman s'est calmée, on dirait. Elle a enfin pris Annie dans ses bras, chérie. » Julien crut que c'était la vérité. Il crut que le temps et les liens du sang avaient fait changer le cœur de sa mère. Mais Amélie, non. Après avoir vécu 6 mois d'enfer, son cœur s'était endurci et était devenu méfiant. Cette gentillesse était trop soudaine, trop parfaite. Madame Leclerc ne se contentait pas de prendre sa petite fille dans ses bras, elle prenait l'initiative de laver ses couches et de faire le ménage. Elle la traitait comme au début de sa grossesse. « Repose-toi, laisse, maman va le faire. Toi, occupe-toi du bébé et prends soin de ta santé. » Amélie était confuse et inquiète. Cette gentillesse, loin de la rassurer, l'effrayait. Elle ne semblait pas être le fruit d'un véritable remords, mais plutôt d'un acte calculé. Mais quel était ce calcul? Amélie l'ignorait. Elle se contenta d'observer sa belle-mère en silence, le cœur rempli de méfiance. Elle ne pouvait pas croire qu'un bonheur brisé puisse se recoller si facilement. Les soupçons d'Amélie grandissaient avec chaque geste tendre, chaque parole douce de sa belle-mère. Plus Madame Leclerc était gentille, plus Amélie était anxieuse. Madame Leclerc s'occupait d'Annie avec une grande dextérité, mais dans son regard, Amélie ne voyait pas l'amour pur qu'elle voyait dans celui de Julien. Elle sentait quelque chose d'artificiel, une sorte de patience calculée. Amélie décida de découvrir la vérité. Elle commença à prêter plus d'attention aux conversations privées entre son mari et sa belle-mère. L'occasion se présenta un soir de week-end. Annie, qui avait alors près de 8 mois, dormait profondément. Amélie fit semblant de s'endormir tôt, mais resta éveillée. Elle entendit Julien rentrer du travail et sa belle-mère l'appeler au salon pour discuter. La porte de la chambre d'Amélie n'était pas complètement fermée. Elle plissa les yeux et tendit l'oreille. Au début, ce n'était que des banalités, puis la voix de Madame Leclerc baissa, prenant un ton empreint d'un calcul évident. « Julien, le travail, ça va? Ton salaire a un peu augmenté? Ça va, ça va. Assez pour nourrir ma femme et ma fille. Pourquoi ?» bâilla longuement Julien, l'air fatigué. « Je trouve la maison bien vide, avec un seul enfant pour 3 adultes, soupira Madame Leclerc. Julien rit. Vide, avec le bruit qu'Annie fait toute la journée? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Madame Leclerc s'interrompit un instant, puis en vint au fait. Julien, écoute-moi bien. Annie, c'est une fille. Une fille, quand ça grandit, ça se marie, et ça devient la famille de quelqu'un d'autre. Dans notre famille, tu es fils unique, et ton fils sera l'aîné. Comment peut-on ne pas avoir de fils pour continuer la lignée? Julien garda le silence. L'air dans le salon s'alourdit. Madame Leclerc continua, chuchotant presque. Je vois qu'Amélie a bien récupéré. Et Annie est assez grande maintenant. Je peux m'en occuper. Alors, pourquoi n'essayeriez-vous pas d'avoir un deuxième? Amélie retint son souffle. Son cœur battait à tout rompre. Julien hésita. Maman, on vient juste d'en avoir une, c'est déjà difficile de l'élever. Et puis, Amélie a eu une césarienne. Le médecin a dit qu'il fallait attendre plusieurs années. Mon Dieu, le coupa Madame Leclerc. Tu crois le médecin ou tu crois ta mère? Autrefois, j'ai eu 3 enfants en 3 ans, des naissances rapprochées, et je n'ai eu aucun problème. C'est en les faisant rapidement, à la suite, qu'on a des garçons. Attendre plusieurs années? D'ici là, je serai trop vieille pour m'en occuper. Et puis, si tu en as un maintenant et que, par chance, c'est un garçon, ce serait une bénédiction pour notre maison. Si c'est encore une fille, on en refera un. On en fera jusqu'à avoir un garçon. En entendant ces mots, Amélie sentit un froid glacial l'envahir. Tout s'effondra. Elle comprenait tout maintenant. La gentillesse de Madame Leclerc, ses soins pour Annie, tout cela n'était qu'une comédie. Elle avait été gentille pour qu'Amélie se rétablisse et redevienne une machine à enfanter, capable de lui donner un fils. Aux yeux de Madame Leclerc, Annie n'était qu'un produit défectueux, un tremplin temporaire.
Julien semblait toujours hésiter. Mais maman, ce serait trop dur pour Amélie. Dur? Quelle dureté! Le rabroua madame Leclerc. C'est ta femme et la belle-fille de cette maison. Me donner un fils, c'est son devoir. Toi, en tant qu'homme, tu dois être ferme. Tu n'as pas vu les voisins, monsieur Durand, monsieur Lefebvre? Eux, ils se promènent avec leur fils dans les bras, la tête haute. Moi, quand je sors, les gens chuchotent que notre lignée va s'éteindre. Tu ne penses pas à ta mère? Julien se tut. Le mot devoir filial pesa de nouveau sur ses épaules. Allongée dans son lit, Amélie se mordit les lèvres jusqu'au sang. Elle n'avait même plus de larmes. Elle avait tout compris. Pendant ces 6 mois, elle n'avait été qu'un pion sur l'échiquier de sa belle-mère. Cette fausse gentillesse était pire que le mépris et les mauvais traitements, car elle cachait un complot. Un complot qui allait précipiter sa vie vers une autre tragédie. Après avoir surpris cette conversation, Amélie vécut comme une ombre. Elle comprenait tout clairement. La gentillesse de madame Leclerc n'était pas un remords, mais un investissement. Elle engraissait sa belle-fille en vue de la prochaine naissance qui lui donnerait un fils. Le cœur d'Amélie était si glacé qu'il ne ressentait plus la douleur. Il ne restait que le vide et la peur. Elle commença à voir Julien d'un tout autre œil. Il n'était plus le mari tendre et fiable qu'elle avait aimé. Il était le fils de sa mère, un homme indécis, prisonnier du carcan du devoir filial, prêt à sacrifier sa femme pour faire plaisir à sa mère. Julien semblait aussi sentir cette distance. Il évitait le regard de sa femme, mal à l'aise. Il savait ce que sa mère voulait et, bien que se sentant coupable, il avait déjà donné son accord tacite. Madame Leclerc commença à mettre son plan à exécution. Elle préparait des repas encore plus copieux que lorsqu'Amélie était enceinte d'Annie. Soupe de poulet noir aux herbes médicinales, ragoût de porc et toutes sortes de fortifiants qu'elle se procurait on ne sait où. Elle forçait Amélie à manger. Mange, mange pour prendre des forces. Il faut être robuste et un peu en chair pour bien produire, non? Amélie frissonnait en entendant les mots que madame Leclerc employait sans gêne, mais elle ne pouvait pas refuser. Elle savait qu'elle n'avait aucune issue. Ses parents, dans la Creuse, vivaient toujours dans la misère. Elle ne pouvait pas retourner chez eux avec un enfant et leur imposer un fardeau supplémentaire. Elle était piégée dans cette maison, liée à l'obligation que lui imposait madame Leclerc, donner un fils. Et ce qui devait arriver arriva. Alors qu'Annie venait d'avoir 13 mois, un soir, après avoir entendu sa mère se plaindre amèrement que chez les voisins, on fête le premier anniversaire du petit-fils. Julien entra silencieusement dans la chambre de sa femme. Cette nuit-là, il n'y eut ni amour, ni caresse. Amélie resta allongée, immobile, serrant les dents et ravalant ses larmes. Elle se sentit comme un outil, une simple machine à enfanter. Quelques semaines plus tard, des signes familiers apparurent dans le corps d'Amélie. Fatigue, nausée. Ces sensations qui devraient être le symbole du bonheur pour une femme n'étaient pour elle que la confirmation d'une condamnation à mort. Elle était enceinte, quand Amélie tendit à Julien, d'une main tremblante, le test de grossesse aux 2 lignes bien nettes, il se contenta de baisser la tête. « Chérie, tu vas encore souffrir. » Julien n'osa pas affronter le désespoir dans les yeux de sa femme, mais madame Leclerc, elle, était différente. Quand Julien lui annonça la nouvelle, elle poussa un cri de joie. « Oh, déjà, si vite. Cette fois, c'est sûr, c'est un garçon. J'avais raison, non? C'est en les faisant à la suite qu'on a des garçons. » À partir de ce moment, un régime de surveillance spéciale, bien plus terrible que le précédent, commença. Madame Leclerc interdit à Amélie de porter Annie. « Toi, tu t'occupes bien du dragon dans ton ventre, c'est moi qui m'occupe d'Annie. » Elle prit Annie et s'en occupa de manière superficielle, juste pour qu'Amélie puisse se consacrer entièrement à sa grossesse. Toute son attention était désormais focalisée sur le ventre d'Amélie qui s'arrondissait. Vers le 3e mois de grossesse, madame Leclerc commença à s'impatienter. Il faut savoir si c'est un garçon ou une fille. Il faut le savoir vite pour pouvoir remercier les ancêtres. Madame Leclerc savait très bien que les hôpitaux publics ne révélaient jamais le sexe du bébé. Après s'être renseignée, elle trouva une petite clinique privée dans un quartier reculé, réputée pour être infaillible dans la détermination du sexe. Elle y emmena Amélie, une grosse enveloppe d'argent dans la poche. La clinique était sombre et délabrée. Le vieux médecin avait tout l'air d'un spécialiste de ce genre de pratique. En recevant l'enveloppe de madame Leclerc, il devint tout miel.
Il passa la vieille sonde d'échographie sur le ventre d'Amélie, scrutant l'écran en noir et blanc. Je vois. Il sourit en pointant l'écran. Félicitations. C'est un garçon. On voit bien son petit zizi. Il ressemble tout à fait à son père. Madame Leclerc était folle de joie. Dans le cabinet même, elle joignit les mains et se mit à prier. Oh, mes aïeux, c'est vraiment un garçon. Merci. Merci, docteur. Elle était si heureuse qu'elle sortit encore de l'argent de sa poche pour le glisser dans la main du médecin. Sur le chemin du retour, Madame Leclerc riait et parlait sans cesse, transportée de joie. Notre fils, notre trésor. Ma chérie, cette fois, tu es la grande bienfaitrice de cette famille. Toi, contente-toi de manger et d'accoucher. Ta belle-mère s'occupe de tout le reste. Assise à l'arrière de la mobilette, Amélie posa machinalement la main sur son ventre encore plat. Un fils. Finalement, le résultat qu'il désirait, obtenu en échange de son sacrifice. Mais pourquoi ne ressentait-elle aucune joie? Dans son cœur, seule une peur vague grandissait. Elle sentait son corps très affaibli, et parfois, sa vieille cicatrice de césarienne la lançait d'une douleur vive, comme un mauvais présage. Dans la joie d'avoir enfin un héritier, Madame Leclerc traitait Amélie comme une reine. Mais plus ses soins étaient intenses, plus Amélie devenait anxieuse. La douleur lancinante de sa vieille cicatrice de césarienne se faisait de plus en plus fréquente. D'une voix inquiète, elle dit à Julien : « Chérie, ma cicatrice me fait très mal. On ne pourrait pas aller à un grand hôpital pour refaire un examen? Cette clinique privée ne m'inspire pas confiance. » Julien, inquiet pour sa femme et voulant s'assurer de la santé de son fils, hocha la tête. « D'accord, demain, je prends un jour de congé et on va au CHU. On sera plus rassuré. » Madame Leclerc, en entendant cela, fut d'accord. « Oui, c'est une bonne idée. Il faut vérifier que mon précieux petit-fils est en bonne santé. Il faut le faire examiner dans le meilleur endroit. » Le lendemain, Julien emmena Amélie au service de maternité du CHU. C'était un hôpital grand et fiable, bien différent de la clinique délabrée de la dernière fois. Après avoir pris un ticket et attendu un long moment, ce fut enfin le tour d'Amélie. Le médecin qui l'examina était une femme d'un certain âge, à l'air sévère mais bienveillant. Son badge indiquait « Dr Lambert, chef de service ». Elle parcourut le carnet de maternité d'Amélie et commença à poser des questions. « Vous êtes enceinte de combien de mois ?»« Presque 4 mois, docteur », répondit Amélie. Le docteur Lambert hocha la tête en prenant des notes. Pour le premier, accouchement par voie basse ou césarienne ? Césarienne. Et votre premier enfant à quel âge maintenant ? Demanda le docteur Lambert, une question tout à fait banale. Amélie hésita. Il vient d'avoir 11 mois. La main du docteur Lambert, qui écrivait, s'arrêta brusquement. Elle leva la tête d'un coup, ses lunettes glissèrent sur son nez. Elle regarda alternativement Amélie et Julien, incrédule. « 11 mois, votre premier ?» répéta-t-elle. Sa voix était devenue grave. À côté, Madame Leclerc s'impatienta. « Oui, c'est ça, docteur. Dépêchez-vous de l'examiner. C'est un garçon. Dites-nous s'il est en bonne santé, ce qu'il faut lui donner à manger. » Le docteur Lambert ignora complètement Madame Leclerc. Son regard était fixé sur Amélie. Sa voix, mêlée de colère et de pitié, devint tranchante. « Madame, votre premier a 11 mois, et vous êtes enceinte de 4 mois ? Vous ne savez pas compter ? 11 moins 4, ça fait 7. Ça veut dire que vous êtes retombée enceinte 7 mois après votre accouchement, avant même que votre cicatrice de césarienne ait eu le temps de guérir. C'est bien ça ?» Amélie, effrayée, répondit d'une petite voix. « Oh oui, oh oui. Mon Dieu, comment peut-on jouer avec sa vie de cette manière ?» Le docteur Lambert frappa son bureau. Elle ne pouvait plus garder son calme. « Savez-vous ce que vous êtes en train de faire ? Une cicatrice d'incision utérine a besoin d'au moins 24 mois, soit 2 ans, pour se rétablir complètement. Et vous retombez enceinte après seulement 7 mois ? Vous prenez la vie humaine pour celle d'une mouche ? » Madame Leclerc, vexée que le médecin se fâche, rétorqua. « Docteur, qu'est-ce que vous racontez ? Une grossesse, c'est une bénédiction du ciel. Pourquoi ? » « Taisez-vous » cria le docteur Lambert. Madame Leclerc, surprise, se tut. « Ne comprenez-vous pas que votre belle-fille porte une bombe à retardement dans son corps ?
La vieille cicatrice n'est pas encore bien guérie, elle est fine comme du papier. Pour l'instant, le fœtus est petit, mais dans quelques mois, quand il grandira et que l'utérus s'étirera, la moindre petite contraction pourra faire éclater cette fine cicatrice. C'est ce qu'on appelle une rupture utérine. Elle se tourna vers Amélie et dit d'une voix pleine de pitié. Savez-vous ce que c'est, une rupture utérine? Le sang se déverse, on ne peut plus l'arrêter, et la mère et le bébé meurent tous les deux. Même si vous arrivez à l'hôpital à temps, la vie de la mère n'est pas garantie. Le bébé, lui, a 99% de chances de ne pas survivre. Qui vous a poussé à commettre une telle folie? Le regard du docteur Lambert se tourna vers Madame Leclerc et Julien. En entendant la mère et le bébé meurent tous les deux, Amélie se mit à trembler de tout son corps et à pleurer. Elle balbutia. « Docteur, sauvez-moi. J'ai si peur. » Le docteur Lambert soupira et secoua la tête. « Vous êtes à 16 semaines. Le fœtus n'est plus si petit. Mais je vais être franche. Pour la vie de la mère, je conseille à la famille d'envisager une interruption de grossesse. Il faut opérer immédiatement. Plus vous attendez, plus c'est dangereux. Ce n'est pas une plaisanterie. » « Une interruption ?» hurla Madame Leclerc à s'en faire trembler les murs de l'hôpital. « Qu'est-ce que vous racontez? Quelle interruption? C'est mon petit-fils, c'est un garçon, et vous voulez vous en débarrasser. » La fureur de Madame Leclerc explosa dans le cabinet. Elle pointa le docteur Lambert du doigt. « Vous êtes médecin, vous? Comment pouvez-vous dire de telles horreurs? Vous êtes jalouse que notre famille ait un fils. C'est pour ça que vous nous portez la poisse et que vous voulez le faire disparaître. » Le docteur Lambert, face à l'obstination de Madame Leclerc, resta sans voix. Elle tenta de garder son calme. « Madame, je parle de vies humaines. C'est de la science, pas de la voyance. Si vous ne me croyez pas, allez demander dans n'importe quel autre grand hôpital. »« Je n'irai nulle part, » rugit Madame Leclerc. « Vous essayez de nous faire peur pour nous soutirer de l'argent, c'est ça? Je sais comment ça marche. Les médecins d'aujourd'hui inventent des maladies aux gens bien portants pour se faire de l'argent. Vous croyez pouvoir tromper une vieille femme comme moi? Jamais. » Sur ce, Madame Leclerc arracha le carnet de maternité des mains du médecin et, d'une main, tira brutalement Amélie. « Quel examen! On ne se fera pas examiner par un médecin comme toi. On rentre. » Madame Leclerc traîna Amélie, sanglotante et terrifiée, hors du cabinet. Le docteur Lambert, désespéré, cria derrière eux. « Madame, c'est vraiment dangereux. Réfléchissez. Signez au moins une décharge, attestant que vous avez été informé des risques. » « Quelle décharge, espèce de charlatan !» Les cris de Madame Leclerc résonnèrent dans le couloir. Sur le chemin du retour en mobilette, Amélie ne cessa de pleurer. Son corps tremblait de peur. « Belle maman, j'ai si peur. Le docteur a dit que si l'utérus se rompt, la mère et le bébé meurent tous les deux. On ne peut pas écouter le docteur? » « La ferme !» hurla Madame Leclerc. Son cri était plus fort que le bruit du moteur. « C'est parce que tu es une froussarde. Tu préfères croire ce docteur de malheur ou moi? Je vais te dire une chose. Autrefois, à la campagne, j'en ai vu, des femmes qui avaient 3 enfants en 3 ans, et personne n'a eu de problème. Elles mangeaient du pain sec et elles accouchaient très bien. Nous, on te gave de bonnes choses. De quoi as-tu peur? » En arrivant à la maison, Julien les attendait, inquiet. En voyant les yeux bouffis de sa femme et le visage furieux de sa mère, il eut un pressentiment. « Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, qu'est-ce que le docteur a dit? Notre fils a un problème? » Avant même de pouvoir parler, Amélie fondit en larmes. « Chérie, le docteur a dit que c'est trop dangereux. J'ai eu une césarienne trop tôt. Il faut que j'interrompe la grossesse. » Le visage de Julien devint blême. « Quoi? C'est si grave que ça? » Il regarda sa mère d'un air confus. Madame Leclerc jeta son sac sur la table et cria. « Quelle interruption? Tu vas écouter ta femme ou ta mère? Écoute-moi bien. C'est mon petit-fils. Et c'est un garçon, c'est sûr. Le médecin de cet hôpital est jalouse qu'on ait un garçon et elle essaie de nous le faire enlever. Si jamais j'entends que vous l'écoutez, je me tue ici, sur le champ. » Julien resta figé, comme foudroyé. Il ne pouvait plus bouger. « Mais si jamais il arrive quelque chose, maman, je ne veux pas perdre ma femme, ni mon fils. Tu t'inquiètes pour ta femme, mais tu ne t'inquiètes pas que la lignée de cette famille s'éteigne?
hurla madame Leclerc, en pleurant à chaudes larmes. Tu veux que ta mère meure sans pouvoir fermer les yeux? Tu veux me voir à la rue après avoir vendu ma maison? Tu préfères que ta mère meure ou que cette famille ait un héritier? Choisisse. Madame Leclerc avait joué sa dernière carte. Elle savait son fils indécis, elle savait qu'en le pressant avec la mort et le devoir filial, il ne pourrait jamais lui désobéir. Julien baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent. Le brave homme qu'il avait été était complètement brisé. Il n'osa pas s'opposer à sa mère. Il se tourna vers Amélie et dit d'une voix impuissante. « Chérie, le docteur a sûrement voulu nous faire peur. Ce que dit maman n'est pas faux. Autrefois, les femmes avaient beaucoup d'enfants et tout allait bien. Si tu fais attention et que tu prends des forces, ça ira. Interrompre la grossesse. Ce serait trop triste pour le bébé. » Les mots de Julien furent comme une lame qui trancha le dernier mince espoir qui restait au cœur d'Amélie. Elle comprit que personne ne pouvait la sauver. Même son mari s'était rangé du côté de sa mère, choisissant la vie de son fils à naître au détriment de la sienne. Elle ne pleura plus. Ses larmes s'étaient taries. Amélie regarda son mari et sa belle-mère d'un regard vide. Elle avait peur, mais elle ne pouvait pas se résoudre à avorter. C'était son enfant, après tout, et il n'y était pour rien. Elle ne pouvait pas aller à l'hôpital seule pour faire ça, elle ne pouvait que s'en remettre au destin. Madame Leclerc, voyant son fils céder, poussa un soupir de soulagement. Elle avait gagné. Elle avait sauvé son petit-fils. Elle se dit, satisfaite. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En mangeant beaucoup de bonnes choses, la cicatrice de la césarienne s'épaissira d'elle-même. Mon petit-fils sera en sécurité. À partir de ce jour, ignorant l'avertissement fatal du médecin, Madame Leclerc commença une phase de soins encore plus intense, empreinte de superstition et d'ignorance. Le reste de la grossesse fut pour Amélie un compte à rebours vers la mort. L'avertissement du docteur Lambert résonnait à ses oreilles chaque jour, chaque heure. Rupture utérine, mort de la mère et de l'enfant. Ces mots s'immisçaient dans chacun de ses repas, dans chacun de ses rêves, la tourmentant. Elle vivait dans une terreur constante. Même les mouvements du bébé dans son ventre, que Madame Leclerc appelait son petit lion, la faisaient sursauter. Chaque fois que l'enfant donnait un coup de pied ou se retournait, elle retenait son souffle, craignant que la fragile cicatrice ne se déchire. Madame Leclerc, c'était tout le contraire. Elle vivait les jours les plus heureux de sa vie. Depuis que le médecin de la clinique privée avait confirmé que c'était un garçon, elle considérait Amélie comme un temple vivant et le fœtus dans son ventre comme un dieu. Madame Leclerc mit toute son énergie dans la préparation de fortifiants. Elle croyait aveuglément qu'en faisant manger beaucoup de bonnes choses à sa belle-fille et en la faisant grossir, la cicatrice de la césarienne s'épaissirait et guérirait d'elle-même. Elle préparait des tisanes coûteuses, les faisait mijoter avec du poulet noir et du pigeon. Chaque jour, des nids d'hirondelles et des ailerons de requin étaient servis à table. Elle surveillait chaque cuillerée, chaque bouchée d'Amélie. « Mange, il faut manger pour que la chair se refasse sur ta cicatrice. Mon précieux petit-fils doit être bien protégé. » Amélie ne pouvait pas avaler. Les plats gras et lourds lui remontaient à la gorge, mais elle ne pouvait pas refuser. Chaque fois qu'elle grimaçait, Madame Leclerc la grondait. « Même si tu ne penses pas à toi, tu dois penser au fils dans ton ventre. C'est lui qui assure la continuité de cette famille. S'il lui arrive quelque chose, je mourrai sans pouvoir fermer les yeux. » Ces fortifiants ne rendirent pas Amélie plus forte. Elle s'affaiblissait de plus en plus. Son corps n'absorbait plus les nutriments. Son visage était blafard et son corps bouffi. Et le plus terrible arriva. La douleur de sa vieille cicatrice de césarienne n'était plus une douleur lancinante occasionnelle. C'était devenu une douleur sourde et constante, une sensation de tension et de brûlure, comme si quelqu'un la tailladait de l'intérieur avec une lame de rasoir. D'une voix tremblante, Amélie dit à Julien, « Chérie, j'ai tellement mal. Ma cicatrice me fait mal toute la journée. J'ai si peur. » Julien regarda sa femme. Son cœur était aussi un écheveau emmêlé. Il voyait sa femme s'affaiblir et dépérir, mais il était déjà prisonnier de la cage de devoir filial et de superstition que sa mère avait construite. Il se contentait de prendre la main de sa femme et de lui offrir un réconfort vide. « Courage, chérie, c'est le bébé qui grandit et qui appuie, c'est pour ça que ça fait mal. Maman dit que si tu prends bien des fortifiants, ça ira. La date de l'accouchement est proche maintenant. Encore un petit effort. » Julien n'osait plus emmener sa femme à l'hôpital.
Il avait peur. Peur que le médecin dise encore des choses inquiétantes comme le précédent, peur que sa mère fasse encore un scandale. Il choisit de fuir la réalité et de confier la vie de sa femme à la chance et à l'expérience de sa mère. Finalement, le jour fatidique arriva. Alors qu'elle venait d'entrer dans son 9e mois de grossesse, un petit matin, alors que sa fille Annie, qui avait maintenant 16 mois et commençait à marcher, dormait, Amélie se réveilla en sursaut. Une douleur aiguë, comme un coup de poignard, frappa sa vieille cicatrice. Ce n'était pas comme les contractions pour Annie. Ce n'était pas une douleur qui venait et repartait. C'était une douleur déchirante, continue et violente. Tout son bas-ventre était dur comme de la pierre et brûlant. Amélie hurla, un cri chargé de tout le désespoir qu'elle avait contenu pendant ces 5 derniers mois. « Belle maman, chérie, au secours. J'ai mal, j'ai tellement mal, mon ventre. » On dirait qu'il se déchire. Au cri déchirant d'Amélie, Julien bondit comme un ressort. Il sauta du lit et vit sa femme recroquevillée par terre, le visage blême. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?»« Les contractions ont commencé ?» demanda Julien, affolé. « Non, la cicatrice. La vieille cicatrice. » Amélie haletait, se tenant le ventre. « L'hôpital. Chérie, emmène-moi à l'hôpital, tout de suite. » Madame Leclerc accourut, affolée. En voyant la scène, elle joignit les mains. « Oh, ça y est, ça y est. J'avais raison, les garçons naissent plus tôt. Julien, calme-toi, va chercher des serviettes et de l'eau chaude. Il faut voir si elle a perdu les os. »« Non !» cria Amélie dans sa douleur. Elle s'agrippa à la jupe de sa belle-mère et d'un regard suppliant, dit « Belle maman, s'il vous plaît, ce ne sont pas des contractions. J'ai mal à un seul endroit, comme si ça se déchirait. C'est exactement comme le docteur Lambert l'a dit. On dirait que mon ventre s'est déchiré. Allons à l'hôpital, belle maman, je vous en supplie. » La peur et la douleur extrême d'Amélie effrayèrent Julien. « Maman, on va à l'hôpital. » En voyant Amélie comme ça, j'ai très peur. Mais au moment crucial, l'entêtement de Madame Leclerc et son désir d'avoir un petit-fils l'emportèrent sur tout. Elle croyait que c'était juste des contractions plus violentes, parce que c'était un garçon. Elle repoussa le bras de Julien. « Espèce d'idiot, de quoi as-tu peur ? Quand les femmes accouchent, elles ont toute l'impression de mourir. Si on l'emmène à l'hôpital maintenant, ils vont encore l'opérer, lui faire des piqûres bizarres qui feront du mal à mon petit-fils. Calme-toi, j'ai eu 3 enfants, je sais mieux que toi. Reste allongé, respire, et quand elle perdra les os et que le col sera ouvert de quelques centimètres, on pourra y aller. Il ne sera pas trop tard. Si on y va maintenant, ils ne la garderont même pas et nous renverront. » Madame Leclerc était catégorique. Elle faisait plus confiance à son expérience qu'à l'avertissement du médecin. Elle pensait que cette douleur intense était le signe d'un accouchement rapide et facile. « Courage, Amélie, courage. Respire profondément et pousse. » Madame Leclerc se mit même à donner des ordres. « Non, je ne peux pas pousser. Belle maman, sauvez-moi. » Amélie perdait peu à peu connaissance. La douleur dépassait les limites de l'endurance humaine. Elle n'avait même plus la force de crier. Sa voix n'était plus qu'un faible filet. Julien regardait alternativement sa femme et sa mère. Il était complètement paralysé. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas le courage de désobéir à sa mère. « Courage, chérie, écoute maman. Écoute maman. » Il tenait la main froide de sa femme, répétant des mots vides de sens. La douleur d'Amélie devint de plus en plus terrible. Elle sentit quelque chose de chaud se déverser dans son ventre. Son visage devint cireux, la sueur coulait à grosses gouttes, mais son corps était glacial. Elle se mit à trembler. Les signes d'une hémorragie aiguë. La bombe à retardement avait explosé. La vieille cicatrice de la césarienne s'était rompue. Julien, notre Annie. Amélie prononça péniblement le nom de sa fille, puis perdit complètement connaissance. Ses yeux se fermèrent. Madame Leclerc, voyant que sa belle-fille ne criait plus et était devenue silencieuse, pensa que c'était à cause de la fatigue. À force de crier, elle n'a plus de force. Reste allongée et reprend des forces. Tu devras bientôt pousser. Elle ne comprenait toujours pas la situation. Elle pensait que tout était sous son contrôle. Ainsi, plus de 30 minutes s'écoulèrent dans un silence suffocant. Julien faisait les 100 pas, anxieux,
tandis que Madame Leclerc attendait, assise à côté d'Amélie. Finalement, Julien approcha une main tremblante du nez de sa femme. « Maman! Maman! Pourquoi? Pourquoi on dirait qu'Amélie ne respire plus ?» C'est alors seulement que Madame Leclerc fut saisie d'horreur. Elle secoua brutalement Amélie. « Amélie, ne fais pas de blagues. Lève-toi, lève-toi tout de suite. » Mais Amélie ne réagit pas. Elle gisait, inerte. Le silence effrayant d'Amélie fit enfin comprendre la tragédie à Madame Leclerc. « Mon Dieu! Elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie. »« Julien !» hurla Madame Leclerc. En proie à une panique extrême, Julien composa en hâte le numéro du SAMU. Il souleva sa femme dans ses bras, mais le corps d'Amélie était déjà froid et lourd. Dans son désespoir, il hurla le nom de sa femme. La sirène de l'ambulance déchira le silence nocturne de la cité. Ils placèrent Amélie sur le brancard. Julien monta avec elle, collant sans cesse son oreille à la poitrine de sa femme, mais n'entendit rien. Madame Leclerc monta aussi, affolée, tenant toujours à la main le sac de maternité pour son petit-fils. Dans l'ambulance, les secouristes commencèrent immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire. Ils massaient son cœur, pratiquaient le bouche à bouche, mais en vain. Hémorragie massive, pouls, tension, rien. Quand l'ambulance arriva à l'entrée de l'hôpital, ironiquement, c'était le même CHU où le docteur Lambert les avait prévenus. Il était déjà trop tard. Ils poussèrent le brancard d'Amélie aux urgences. Médecins et infirmières se précipitèrent. Mais quelques minutes plus tard, un vieux médecin sortit, secoua la tête et enleva son masque. « Nous sommes désolés, » dit-il à Julien d'une voix pleine de pitié. La patiente était en arrêt cardiaque avant son arrivée à l'hôpital. La cause est une hémorragie massive due à une rupture utérine. Nous avons fait tout notre possible, mais nous n'avons pas pu la sauver. Toutes nos condoléances. Pas pu la sauver. Ces mots anéantirent Julien. Il s'effondra dans le couloir de l'hôpital. Il frappa le sol de ses poings. « Amélie, ma chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. » Ses sanglots déchirants résonnèrent dans le couloir glacial. Mais Madame Leclerc, elle, non. La nouvelle de la mort de sa belle-fille la choqua moins qu'une autre peur. Elle ne pleurait pas pour Amélie. Elle pleurait pour son petit-fils. Madame Leclerc se précipita vers le médecin et s'agrippa à sa blouse. « Docteur, docteur, ma belle-fille est morte. Mais mon petit-fils, il est encore vivant dans son ventre. C'est un garçon. Ouvrez-lui le ventre et sortez mon petit-fils. Sortez-le tout de suite, c'est mon héritier. » Tout le couloir de l'hôpital fut saisi d'horreur par cette demande monstrueuse. Les infirmières regardaient Madame Leclerc comme si elle était le diable. Même le médecin, qui en avait vu d'autres, eut la chair de poule. « Madame, » tenta-t-il d'expliquer, « si la mère est décédée d'une hémorragie massive par rupture utérine, cela signifie que le fœtus dans son ventre est en manque d'oxygène depuis longtemps. Il n'y a aucune chance de le sauver. »« Je ne veux rien savoir, » cria Madame Leclerc, les larmes coulant pour son petit-fils. « Si je vous dis d'opérer, vous opérez. Il est vivant. C'est le trésor de notre famille. Même s'il n'y a qu'1% de chance, vous devez le sauver. Opérez tout de suite. Sinon, je me tue ici. » Madame Leclerc se jeta par terre, se frappant la tête et piquant une crise. Les médecins se regardèrent. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas sauver le bébé. Mais à cause de la demande insistante de la famille et de leur éthique professionnelle, ils durent procéder à une dernière opération, extraire le fœtus d'une mère décédée. Préparer une salle d'opération, soupira le médecin. Le corps de la jeune femme de 26 ans, Amélie, fut de nouveau transporté, non pas pour la sauver, mais pour satisfaire l'obstination insensée de sa belle-mère. Julien était effondré par terre. Il n'avait même plus la force de pleurer. Face à la tragédie causée par son indécision et l'ignorance de sa mère, il était complètement anéanti. Dehors, les sanglots désespérés de Julien et le silence effrayant de Madame Leclerc emplissaient le couloir de l'hôpital. L'atmosphère dans la salle d'opération était bien plus lourde encore. Ce n'était pas une opération pour sauver une vie. C'était une autopsie pratiquée sur un corps encore chaud pour satisfaire l'obstination insensée d'une famille. Le chef de l'équipe chirurgicale, un homme d'un certain âge, soupira et secoua la tête. Il avait été témoin de nombreuses tragédies, mais celle-ci était d'une cruauté et d'une ignorance accablantes.
Conformément à la demande de la famille, il donna ses instructions d'une voix dénuée d'émotion. Pas besoin d'anesthésie. Le corps d'Amélie, 26 ans, gisait inerte sur la table d'opération. Un drap chirurgical bleu recouvrait son visage pâle et étrangement serein. Les lumières du bloc opératoire brillaient vivement. Le chirurgien prit le scalpel. Son regard était froid et acéré. Il ne suivit pas l'ancienne cicatrice, mais pratiqua une incision verticale, comme on le fait en cas d'urgence. Dès que la peau de l'abdomen fut ouverte, un spectacle horrible s'offrit aux yeux de toute l'équipe. Du sang emplissait la cavité abdominale. Du sang frais de l'hémorragie et des caillots déjà formés baignaient les organes internes. Une jeune infirmière, venue en renfort, ne put supporter la vue, détourna la tête et se couvrit la bouche de sa main pour étouffer un sanglot. Aspiration. Aboya le chirurgien. L'aspirateur se mit à vrombir, aspirant le liquide rouge foncé. Une fois le sang en partie évacué, l'utérus d'Amélie apparut. Il n'était plus intact. La zone de l'ancienne cicatrice était complètement déchirée. Une longue rupture de plus de 10 cm, au bord déchiqueté, comme si elle avait été arrachée à la main. Ce n'était pas une fissure, c'était une explosion. La bombe à retardement dont avait parlé le docteur Lambert avait bien explosé. Et le plus terrible, c'est que le bébé n'était pas là. Le chirurgien resta un instant abasourdi. Il plongea la main dans la cavité abdominale, écartant les intestins qui baignaient dans le sang. Et il le toucha. Le bébé, le petit lion de Madame Leclerc, son précieux petit-fils, avait été expulsé de l'utérus par la dernière contraction et se trouvait entièrement dans la cavité abdominale de sa mère. Le fœtus flottait, recroquevillé dans une mer de sang, poussé jusqu'en haut, près de l'estomac, juste sous le diaphragme. Le cordon ombilical était enroulé fermement autour de son cou. Mon Dieu! Une autre infirmière se mit à pleurer bruyamment. Le chirurgien, avec précaution, sortit de ses deux mains le bébé du corps de sa mère. C'était un gros garçon, qui devait bien peser plus de 3 kilos. Il était parfaitement formé, mais son corps était violet et flasque. Mort par asphyxie aiguë, bien avant l'arrivée de l'ambulance, dans la mer de sang de sa mère. Il tendit la petite vie à une sage-femme. Elle prit le bébé d'une main tremblante, essuya rapidement les larmes qui coulaient sur ses joues et effectua mécaniquement les derniers gestes. Couper le cordon, nettoyer le corps, l'envelopper à la hâte dans un lange. Mais aucun cri de bébé ne se fit entendre, seul le silence de la mort régnait. Le vieux chirurgien regarda alternativement l'utérus déchiré en lambeaux et le corps de l'enfant innocent. Il serra les dents, face à cette mort injuste, née de l'ignorance, qui aurait pu être totalement évitée. La colère du médecin en lui monta. « Suturez, dit-il, d'une voix glaciale. Déclarez les 2 décès. Je vais l'annoncer à la famille. » Il retira ses gants ensanglantés, les jeta violemment dans la poubelle à déchets médicaux et sortit de la salle d'opération. La porte de la salle d'opération s'ouvrit. Les lumières vertes du bloc étaient toujours allumées. Madame Leclerc, qui faisait les 100 pas depuis tout à l'heure, se précipita vers le médecin dès qu'il sortit. Elle passa à côté de son fils, effondré par terre et pleurant en silence. Elle s'agrippa à la manche de la blouse blanche du médecin et demanda d'une voix tremblante et pleine d'espoir. « Comment ça s'est passé, docteur ?»« Docteur, mon petit-fils, il a crié. Il pèse combien? Vous l'avez sauvé, n'est-ce pas? N'est-ce pas ?» Le vieux médecin regarda droit dans les yeux la femme qui tremblait devant lui. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement de la colère et de la fatigue. Il repoussa fermement la main de Madame Leclerc. « Allez voir vous-même. Le bébé est mort. » Il articula chaque mot. « Il est mort par asphyxie dans le ventre de sa mère, bien avant que vous n'appeliez l'ambulance. » Comme si la foudre venait de s'abattre sur sa tête, Madame Leclerc resta abasourdie. Elle chancela, n'en croyant pas ses oreilles. « Non, ce n'est pas possible. Docteur, vous mentez, vous me trompez. Vous êtes jaloux, c'est pour ça que vous avez tué mon petit-fils. C'est un garçon, mon héritier. Il ne peut pas être mort. » Elle se mit à hurler. « Vous l'avez tué. » Cette fois, le médecin ne put plus garder son calme. Il cria. Sa voix résonna dans tout le couloir. « Qui l'a tué? C'est votre ignorance et votre entêtement qui ont tué cette mère et son fils. » Il brandit le dossier médical qu'une infirmière venait de lui tendre.
Regardez, tout est écrit ici. Il y a 5 mois, dans cet hôpital même, un de nos meilleurs médecins, le Docteur Lambert, a prévenu la famille. Elle a prévenu du risque de rupture utérine et a conseillé une interruption de grossesse. Pourquoi ne l'avez-vous pas écouté? Il pointe à Madame Leclerc du doigt, la voix chargée de fureur. Savez-vous ce que nous venons de voir? L'utérus de votre belle-fille était déchiré en lambeaux. Une rupture de plus de 10 cm, et le bébé avait été expulsé dehors, baignant dans le sang à l'intérieur de son abdomen. Vous appelez ça de l'expérience. Vous dites avoir eu 3 enfants en 3 ans. C'est vous qui, pour cette idée absurde, de continuer la ligner, avez forcé votre belle-fille à tomber enceinte, alors que ces cicatrices n'étaient pas guéries. C'est vous qui avez tué votre belle-fille, et c'est vous qui avez tué le petit-fils que vous désirez tant. Chaque mot du médecin fut comme un marteau géant qui brisa en 1000 morceaux la dernière défense de Madame Leclerc. L'héritier est mort. C'est moi qui l'ai tué. Madame Leclerc ne pouvait plus hurler. La vérité était trop cruelle, trop horrible. Le chagrin d'avoir perdu son petit-fils, la culpabilité d'avoir tué sa belle-fille, et l'effondrement de la superstition à laquelle elle avait cru toute sa vie, tout s'abattit sur elle en même temps. Madame Leclerc ouvrit de grands yeux. Ses pupilles étaient vides, sans foyer. Elle recula, heurta le mur froid et s'effondra par terre. Mais elle ne s'évanouit pas. Elle resta assise, inerte, le regard fixé dans le vide. Le choc l'avait rendue incapable même de pleurer. Julien, qui était resté assis, inerte, depuis tout à l'heure, avait tout entendu. Le docteur Lambert avait prévenu. Il se souvint des supplications de sa femme, ce jour-là. « Chérie, j'ai si peur. » Écoutons le docteur. Et, de sa réponse, « Chérie, le docteur a sûrement voulu nous faire peur. » Un regret noir, comme l'encre l'engloutit. Ce n'était pas seulement sa mère, c'était lui aussi. Son indécision, sa lâcheté à ne pas avoir protégé sa femme, faisait de lui le complice de cette tragédie. Il rampa jusqu'à la porte de la salle d'opération. Il frappa son front contre le carrelage froid. « Amélie, mon bébé, hurla Julien. Un cri qui lui arrachait le cœur. « C'est ma faute, tout est de ma faute, j'ai été un mauvais mari. Je suis un mauvais fils, et j'ai péché envers ma femme, mon Dieu. Amélie, pardonne-moi. » Revenge it in supply, revenge it in supply. Mais il était déjà trop tard. Dans le couloir vide de l'hôpital, il ne restait que les sanglots déchirants de Julien, remplis d'un regret tardif, et le silence effrayant d'une vieille femme, pétrifiée par son propre crime. La tragédie de celle qui fut un temps la reine de l'usine se termina dans le sang, les larmes et le silence du remords. L'histoire d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous pensez que cette histoire avait un sens, et si vous souhaitez voir d'autres histoires émouvantes et profondes à l'avenir, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Votre Choix, et à activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. À la prochaine fois.